Alors, bonsoir Jack le Fou. Alors, déjà, Bonsoir, bienvenue en Yeux Claudie. Le chat alors le chat est en joie, hein, c'est pas souvent avec un invité où ça commence à être réclamé comme ça. Alors tout d'abord, je te laisse te présenter et présenter tes chaînes, on va dire. On va commencer tout doucement par là. Ben, ça va très très vite. Je suis Jack le Fou, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur TikTok. Et disons que jusqu'à il y a un mois, je ne faisais que des débats en arabe, en langue algérienne, parfois en français, en kabyle aussi, vu que c'est ma langue natale, et parfois en anglais aussi. Mais il y a un mois, j'ai reçu quelques pressions, limite de harcèlement d'un groupe d'apostats français. D'accord. Ils m'ont dit, ben, tu devrais quand même te lancer le truc en français. Ça apporterait beaucoup de choses. Je me suis dit, ok, je vais essayer. Donc vraiment, il y a pile poil, je dirais, un mois et 10 jours à peu près, peut-être. Ça l'a découverte. Ouais, c'est avec Jordanix en fait, ce harcèlement des apostats français. Non, en fait, Non parce qu'il y en a beaucoup qui parlent arabe, D'accord. donc qui m'écoutent en arabe, et qui ont vu que je parlais français aussi. Et je suis passé aussi sur la chaîne de Soleil Apostasie, Oui, je crois. Que j'ai reçu aussi. J'ai fait... Coucou Soleil, Suleiman. C'était peut-être 5 mois, peut-être un peu moins. D'accord. D'ailleurs, il a tout enlevé, dommage, parce que je trouvais que mon passage était bien. Donc c'était une interview qui a duré quand même presque 7 heures. Ah oui, d'accord. Donc c'est après ça que les gens ont commencé vraiment à me dire mets-toi en français, mets-toi en français. Ça veut dire mets-toi à parler pour la sphère francophone. Je me suis dit ok, ben, je vais essayer. Donc j'ai lancé 2-3 lives, ça a bien marché. J'ai lancé le 3e, le 4e, le 5e. Je les ai mis sur une chaîne YouTube que j'ai nommée Jack le Fou, comme pour archiver. Vraiment, pour que ça devienne une chaîne YouTube. Hein. Vraiment, c'était pour archiver des passages à moi. Une sorte de cloud, si tu veux. Donc c'est là. Si quelqu'un veut les télécharger ou si quelqu'un veut les revoir, c'est là. Mais ça avait beaucoup de vues quand même. Pour une chaîne qui avait... C'est vrai que ça... À l'époque, j'avais, je sais pas, j'avais 1000 ou 2000 abonnés, un truc du genre. Tu fais les 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 vues, quoi, sur certaines vidéos, ça va très vite, quoi. Bah, là, je commence à faire des 60 000, des 78 000, des 70 000. C'est ça qui est impressionnant en fait, c'est que tu as une sorte d'exponentielle et tu viens juste d'arriver. Parce que moi je te dis, je te connaissais pas. Il y a un mois, je te connaissais pas forcément. En gros, la vidéo de Jordanix arrive, je te connais pas. Et il y a les gens, ils me disent invite Jack le Fou, invite-le, machin, ça en mode c'est une référence, tu vois. Et j'étais là, c'est un truc de fou, tu vois. Et après, j'ai écouté. Et c'est vrai que j'ai compris par contre l'attrait, tout en me disant mais c'est fou quand même le côté exponentiel. Et surtout sur TikTok aussi, où je m'attendais pas à ce qu'il y ait une sorte de public qui était là, enfin qui serait là pour pouvoir débattre justement de ces sujets-là. Donc c'est intéressant aussi, comme plateforme pour démarrer. Et pourquoi TikTok d'ailleurs, tiens? Ouais, c'est une bonne question. En fait, avant TikTok, j'étais sur une autre plateforme qui était vraiment beaucoup plus axée sur le débat. Pratiquement limite, elle était axée que sur le débat, qui s'appelait Clubhouse. Donc pour ceux qui connaissent, donc c'est une application qui était limitée aux utilisateurs de iPhone jusqu'au début de la pandémie, on va dire ça. Qu'ils l'ont démocratisé pour tout le monde. Donc j'ai créé un compte, des amis à moi m'ont suggéré, qu'ils savaient que j'adore débattre, c'est un exercice que j'aime particulièrement. Donc j'ai créé un compte Clubhouse, Jack le Fou toujours. De toute façon, ça fait 25 ans que je m'appelle Jack le Fou. Quel que soit le compte ou le truc que je crée, c'est toujours Jack le Fou. Donc j'ai créé un compte et j'ai commencé à débattre avec des concitoyens algériens, on va dire ça. Et toujours à propos de l'islam, à propos En fait, l'islam, c'est juste un outil pour moi pour aborder la vision que j'ai de la politique. Vraiment, moi, je suis un militant démocrate. Et l'islam n'est que... Je parle de l'islam parce que l'islam est un argument contre mon militantisme démocrate. Donc, je suis obligé d'apporter des contre-arguments à cet argument qui est utilisé. Surtout en Algérie, il est utilisé comme un argument d'autorité. D'accord. Chacun peut faire appel à cet argument pour essayer de te faire taire.
de te dire que si tu es contre l'islam, donc contre Allah, contre la parole du prophète, ben c'est dangereux Ouais. d'être en Algérie contre la parole d'Allah et la parole du prophète, alors que c'est une parole évidemment antidémocratique. Euh, et en plus de ça, si tu l'es quelque part, on va dire que tu es athée. Et en arabe, athée, ça se dit mulhid. Ouais. Et mulhid, ça n'a pas vraiment le même sens qu'en français. Parce que athée, en français, ça vient du grec athéos, c'est-à-dire son Dieu. C'est quelqu'un qui vit son Dieu dans sa vie. La négation, théos, c'est les dieux. Alors que mulhid, en arabe, non, ça ne veut pas dire ça. Mulhid, ça veut dire déviant. D'accord. Oui. Ouais, je vois le Donc, délire. voilà, on annonce déjà la couleur. Et déviant Donc, dans... déviant, c'est quelqu'un Vas-y. qui est fou. Voilà, c'est Dans le quelqu'un qui sens est fou. dans le sens d'une folie, genre possédée par un djinn, façon de parler. Enfin, tu sais, comme dans les croyances, on pourrait l'entendre. dans le Non, sens- vraiment non, foufou. Non, quoi. non, dans le sens pervers. D'accord. C'est-à-dire, alors pourquoi, voilà, est-ce que tu peux préciser, tiens, parce que moi j'ai pas forcément cette connaissance de la culture algérienne, pourquoi dans le sens pervers et qu'est-ce que ça sous-entend aussi dans la culture à ce moment-là? En fait, si tu veux... Là, je vais peut-être choquer quelques-uns, mais je vais quand même le dire, parce que c'est ce que je pense. Et moi, le respect, je le définis par, quand tu parles à un public adulte, tu dois leur dire ce que tu penses réellement et comme tu le penses. Si tu ne le fais pas, tu ne le respectes pas. Donc, le respect, ce qui est un principe important pour moi, m'oblige à être honnête. Donc, si tu veux comprendre l'aura qu'a le mot mulhid, donc athée, dans les pays dits arabes, remplace-le par le mot islamophobie en France. D'accord. Tu vas tout comprendre. Voilà, c'est quelqu'un qui est raciste, c'est quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui déteste les gens, c'est quelqu'un qui, je sais pas, c'est quelqu'un qui... Donc il faut pas écouter sa parole. Enfin, il faut pas... Sa parole n'est pas audible. D'accord. Ses références ne peuvent pas être humaines. Il n'est pas humaniste. Il n'est pas... Tu vois, il y a plein... Tous les termes péjoratifs que tu veux qui se collent à ce mot qui s'appelle islamophobie, c'est les mêmes qui se collent au mot mulhid ou kafir. Pour le coup, parce qu'il y a deux, kafir ou mulhid. Juste que, voilà, en Algérie, on peut utiliser le mot, ou dans les pays dits arabes ou les pays musulmans, on peut utiliser le mot mulhid, parce que c'est l'islam qui domine. Dans les pays occidentaux, ça n'a aucun sens. Si tu traites quelqu'un d'athée, ça n'a pas beaucoup d'impact. Peut-être que ça aura un petit impact chez quelques-uns, mais pour avoir un réel impact, eh ben, il faut que tu remplaces ce mot-là par un autre mot, islamophobe. D'accord. Ok, et alors tiens, j'ai entendu que tu étais dans les années 90 en Algérie et t'expliquais que c'était pas facile de vivre là-bas dans les années 90. Est-ce que tu peux recontextualiser l'époque et du coup, parce que t'as vécu, du coup maintenant t'es au Canada, et il me semble que dans les années 90, si j'ai bien compris, tu étais en Algérie. Est-ce qu'il y avait un contexte particulier? C'est que récemment que je suis arrivé au Canada, vraiment juste avant la pandémie. Pour le coup, c'est vraiment juste avant la pandémie. Donc toute ma vie, elle est en Algérie. C'est pour ça que je me considère 100% algérien. C'est pour ça que j'ai cru que tu y étais encore, du coup, peut-être. Mais ok. Pardon? C'est pour ça que j'ai cru que tu y étais encore, peut-être, parce que de la manière dont t'en parlais, j'ai l'impression que tu vivais en Algérie, voilà, présentement, mais non. Ah. Donc c'est pour ça. Ça, c'est autre chose. C'est un phénomène que j'ai découvert. Et je pense que c'est un phénomène que j'ai découvert et que plein d'autres personnes ont découvert comme moi. Et même à travers les siècles, je pense que c'est un phénomène que les gens ont vécu, qui s'appelle l'exil. L'exil, c'est pas beaucoup de personnes qui ont expérimenté ça. Et moi, je savais pas ce que c'était. L'exil, je savais pas ce que c'était. C'était très difficile pour moi de quitter l'Algérie parce que j'aime les Algériens, j'aime être avec eux, j'aime discuter avec eux. Je les trouve très sympas, je les trouve plein d'amour, plein de bienveillance, tout ce que tu veux. Donc c'est parce que je me considère vraiment l'un d'eux et comme eux. Voilà. Donc c'était très difficile. La décision de partir, elle était horrible pour moi. Mais j'ai quand même décidé de partir. Et quand tu pars, tu quittes un pays, tu y habites plus. Tu n'habites plus ce pays. Il y a un phénomène qui se passe. Moi, depuis que je n'habite plus l'Algérie, bah, c'est l'Algérie qui m'habite. Réellement. Mais là, je te parle littéralement. Et je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça l'exil. Et tous les gens qui ont expérimenté ça vont comprendre ce que je dis. Donc, j'ai découvert, voilà, c'est dans l'altération
donc, au sein du peuple canadien où je me trouve, qui est un peuple formidable, vraiment, vraiment. Le peuple canadien, il est très sympa, formidable, tout ce que tu veux, mais c'est pas des Algériens. Donc, tu vois, oui, c'est pas des Algériens. Ouais, j'imagine. Oui. Il y a plein de côtés. Oui, il y a des Très, codes qui très sont pas bon. partagés, etc. Des choses Non, qui sont il y a pas... des trucs très excellents chez les Algériens que tu trouves pas chez les Canadiens. Et vice-versa, bien sûr. Il y a des trucs excellents chez les Canadiens que tu trouves pas chez les Algériens. Mais moi, c'est dans cette altérité-là que j'ai compris. J'étais Algérien à 100%, que j'ai compris que l'Algérie, c'était... Ben, elle m'habite, il n'y a rien à faire. Et donc, c'est pour ça que, pratiquement tous les jours, je me retrouve en Algérie à discuter. Et non seulement je dis ce que je veux, alors que je me trouve en Algérie. Quand je dis je me retrouve en Algérie, ça veut dire que les gens qui m'écoutent habitent Alger, Oui. habitent Annaba, habitent Oran, habitent Constantine, dans le sud. Je te dis, c'est des milliers et des milliers de personnes Ouais, qui... t'es enraciné qui... dans ta culture, en fait. Clairement. Pardon? T'es enraciné dans ta culture et ouais, tu viens déraciné. Je suis un produit pur algérien. Je sais pas si... mais vraiment, je suis un produit à 100% algérien. Il y a des gens qui me disent, ah, pas vraiment algérien. Ah si, si, si. Je suis un produit à 100% algérien. Parce que là, dans le chat, il y a des questions qui reviennent. C'est genre, est-ce que tu pourrais retourner en Algérie avec ton discours actuel? Mais en gros, t'avais déjà ce discours-là avant. C'est ça que tu dis, justement. Ah non, pas aussi... Pas aussi radical. Ouais, radical, c'est le bon mot, mais pas aussi clair. Parce que quand même, tu t'es construit aussi. Et puis tu fais attention peut-être de pas blesser les gens, du coup. C'est ce côté-là, peut-être... Ça doit être non, compliqué, c'était dangereux. Ah, dangereux. C'était dangereux. Okay. Non, c'était physiquement dangereux. D'accord. Donc, tu joues avec ça et tu essayes de pousser... Tu essayes de pousser des limites. Tu vois... Tu comprends quand ça commence à résister, tu comprends où ça commence à... Donc tu es obligé de faire avec ça. Alors que maintenant, que je me trouve dans un pays démocratique, pour le coup, une dictature, j'ai cette liberté. Et cette liberté n'a pas de prix. Franchement, hein, les gens... je sais que les gens qui habitent les pays occidentaux pensent que voilà, la liberté, c'est quelque chose de normal. Non, 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 c'est pas normal. Sur la planète Terre, avoir la liberté d'expression et avoir la liberté de s'exprimer librement, c'est une exception. Même en 2023. Même en 2023, c'est une exception. Faut pas, et c'est pas un acquis. Ça peut se perdre, mais très facilement. Si on la surveille pas, si on fait pas ce qu'il faut faire et tout, ben, on va la perdre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Algérie. Les gens qui savaient, les gens qui étaient au courant, les gens qui avaient le savoir, ben, se sont tus. Ils n'ont pas parlé. Ils ont laissé ce pays devenir une terre morte. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'Algérie, justement parce que là, tu as l'air de parler justement d'un événement particulier. Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'histoire algérienne? Parce qu'après, il y a eu la colonisation française, elle s'est libérée. Les années 90 ont l'air de t'avoir marqué aussi. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu dans ces périodes-là. Moi, personnellement, je suis assez ignorant sur l'histoire algérienne. Donc, je te laisse m'expliquer un petit peu le contexte du pays. Est-ce que tu cherches à me faire pleurer? Non, ah non, vraiment pas, non, pardon. Non, mais non, dans ce cas-là, non, pardon. Non, c'est vraiment pas le but. Non, mais je t'avais dit, petite interview aussi pour comprendre un peu le contexte, mais après, si... Non, mais vraiment, si c'est trop compliqué, pas la peine. Non, c'est pas compliqué, mais... Ouais, je comprends. Pour le coup, c'est très simple, c'est pas du tout compliqué. Mais c'est quand même un rapport, j'ai un rapport... En plus, c'est même pas l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est juste un pays. C'est des frontières qui délimitent un territoire. L'Algérie elle-même, c'est les Algériens. Moi, c'est les... Voilà, c'est... La souffrance des Algériens ça te fait, me fout le moral à zéro et voilà, je peux devenir un petit peu fleur bleue, on va dire. D'accord. Parce que je trouve on a assez souffert. Le plus bizarre, c'est que, d'ailleurs je l'ai dit sur le live de Irréductible Athée, on est l'instrument de notre propre souffrance. Ce qui est pratiquement toujours le cas, dans quelle que soit la période historique, le peuple est toujours l'instrument de sa propre souffrance. À de rares exceptions, mais c'est le cas pour l'Algérie. Et moi, j'ai longtemps réfléchi, j'ai longtemps discuté, que
la réflexion, et ça je le dis haut et fort, hein, la réflexion ne jaillit pas quand tu réfléchis seul. Impossible. C'est impossible. C'est- C'est impossible. Je ne sais pas comment dire ça, mais s'il y a des gens qui pensent avoir compris des choses tout seul, ça n'existe pas. Il faut vraiment échanger avec les gens. Il faut parler avec les gens. Il faut les pousser dans leur retranchement. Il faut toi-même aller sortir de ta zone de confort. Il faut discuter, il faut affirmer, il faut dire ce que tu penses pour commencer à comprendre les choses. Et c'est exactement ce que j'ai fait, surtout depuis 3 ans. Depuis 3 ans, c'est ce que j'ai fait, mais de manière quotidienne et plusieurs heures de manière quotidienne. Je répète cette phrase parce qu'il faut que je la répète pour que ça soit clair. Plusieurs heures de manière quotidienne. Voilà. Plusieurs heures de manière quotidienne depuis 3 ans. Je fais des débats, je ne sais pas, c'est peut-être... ça peut aller d'une dizaine de débats jusqu'à une cinquantaine de débats par jour, tous les jours, depuis 3 ans. D'accord. Et comme il y a, je sais pas comment dire ça, comme c'est, il y a un prix Nobel j'ai oublié son nom, Kahneman, je crois, qui a un peu défini ce qu'on appelle le système 1 et le système 2, et qui a défini comment devenir un expert dans un domaine, que lui appelle les 10 000 heures de 10 000 heures d'exercice, mais ces 10 000 heures d'exercice, ils doivent comporter des caractéristiques ou des conditions. On va appeler ça des conditions. Par exemple, c'est la répétition. Tu dois répéter toujours la même chose. Sortir de ta zone de confort. Une fois que tu as maîtrisé quelque chose, essaie quelque chose d'autre et répète-le. Ce que lui appelle le feedback. Ne le fais pas tout seul. Il faut que tu saches ce que tu dis, est-ce que ça commence ou l'instrument que tu joues. J'ai appliqué la même chose que je fais avec la guitare, avec les débats. Le feedback est vraiment très important. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que j'ai lu plein de commentaires sous les vidéos. Les gens me disent quand même, t'as une sacrée répartie. La répartie, ça se travaille. Oui. Il y a pas, mais sérieusement, au bout d'un moment, oui, il n'y a pas un argument. Mais sérieusement, il n'y a pas un argument religieux islamique que j'ai pas entendu minimum 1000 fois. D'accord. Ouais, il n'y a pas un seul argument que j'ai pas entendu minimum 1000 fois. Donc j'ai eu le temps. J'ai eu le temps de savoir quoi répondre pour être le plus efficace possible. Donc c'est... Pardon, je parle un peu trop, donc je te laisse un peu... Pas de souci. Alors du coup, ça devient d'où cette culture athée et sceptique d'une certaine manière? Comment c'est venu? Comment ça s'est imposé à toi d'une certaine manière? Oui. En fait, je sais pas. Je pense que c'est par la chance. Je pense réellement que c'est une question de chance. J'ai lu les bons livres au bon moment. Ouais, on va dire ça. C'est tout bête. J'ai lu les bons livres au bon moment. J'ai peut-être pas reçu assez de doses d'endoctrinement par rapport à l'islam sunnite. Peut-être. J'ai peut-être eu cette chance. D'autres n'ont pas eu cette chance et ça me désole à chaque fois, mais voilà. Je pense que j'ai eu de la chance. Et ce qui est intéressant, c'est que tu mets pas ça sur le dos de la culture, ou tu sais, le côté, voilà, l'éducation directement et tout, tu mets ça sur le dos de la chance. C'est intéressant. C'est-à-dire que tu te rends peut-être compte aussi que c'est pas que ça qui joue. Il y a peut-être d'autres choses, d'autres éléments. En fait, c'est pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le biais du survivant. J'ai pas envie de tomber dans le biais du survivant. Je vais venir ici, je vais te dire, ouais, tu vois le truc, moi, j'ai beaucoup de culture, j'ai maîtrisé les concepts. Ouais, mais qu'est-ce qui a fait que je sais pas, t'es spécial? Mais non, je suis pas spécial. Ben, j'ai eu de la chance. Réellement, j'ai eu de la chance. Je pense que c'est ça. Intéressant. Et du coup, cette chance, elle se travaille aussi d'une certaine manière. C'est que tu l'as étudié, voilà, pendant plus je viens de t'expliquer comment ça se travaille. Ah, on est d'accord. Mais du coup, la maïotique, c'est un peu ta technique d'une certaine manière, c'est-à-dire le fait de faire accoucher les idées à ceux avec qui tu discutes, poser beaucoup de questions, parce que c'est un peu ça que tu fais aussi. C'est que tu poses énormément de questions avant d'affirmer quoi que ce soit. En fait, c'est... Pour comprendre ma démarche, et
C'est une démarche d'un militant démocrate algérien. Point. D'accord. Et tout ce qui va me permettre m'aider dans mon militantisme, je l'utilise. Et j'ai des limites à ne pas utiliser. C'est-à-dire j'ai pas envie de manipuler, j'ai pas envie de menacer, d'intimider. C'est des limites vraiment humaines pour le coup. C'est une question d'éducation. Et ce que Socrate appelait, pas Socrate pour le coup, Aristote appelait la vertu du bien. Donc c'est des limites que je me suis imposées, qui par le temps sont devenues naturelles. Mais tout ce qui va me permettre d'avancer dans mon militantisme politique et de diffuser ces idées-là démocratiques de liberté individuelle, de droits et libertés individuelles, de droits et libertés collectifs, de principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, tout ce qui va m'aider, je l'utilise. Donc c'est pour ça que j'utilise des concepts philosophiques, parce que j'adore la philosophie, je vais pas mentir, c'est quelque chose qui me passionne. Donc tout ce les concepts philosophiques, pendant un moment je me suis mis aussi à la zététique, donc pour bien comprendre ce qu'on appelle les biais cognitifs et tout ça, donc je les utilise. J'ai suivi un Américain qui s'appelle sur YouTube, qui s'appelle Anthony Magnabosco, qui fait ce qu'on appelle sa chaîne, je crois que c'est du Street Epistemology. Il y a même un YouTuber francophone, mais je ne sais pas s'il est français. Je crois qu'il est suisse ou belge, Monsieur Sam. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. On a déjà interviewé, on connaît le monsieur. Ah d'accord, très bien. Très bien. Voilà, donc je l'ai suivi aussi parce qu'il explique un peu la démarche de l'entretien épistémique, donc Street Epistemology. Donc c'est un concept intéressant, donc je l'utilise. Tout ce qui me permet d'avancer dans mon militantisme, je l'utilise. D'accord. Et tu t'es formé en combien de temps du coup? Parce que, ok, il y a les débats, ça j'entends, depuis 3 ans, mais tu t'es intéressé à ça avant quand même. Enfin, il y a un terreau quand même, sur des années, non? Ouais. Disons 25 ans. D'accord, ok. C'est une passion aussi forte que la musique, quoi. Il y a un côté un peu... Non, c'est plus que ça. D'accord. Pour moi, c'est ça mon oxygène. D'accord, c'est le combat. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi, franchement. Pour moi, la liberté d'expression, c'est ce qui permet à l'être humain de respirer, tout simplement. La liberté d'expression, c'est respirer. Quand tu enlèves la liberté d'expression à l'être humain, tu l'étouffes. Il peut arriver beaucoup de choses quand tu étouffes quelqu'un. Et effectivement, je suis plutôt d'accord là-dessus. Alors, je vois que tu as un parcours particulier. Il y a Amir Aposta qui nous dit je t'ai envoyé une vidéo sur Discord. C'est une petite dédicace à Jack le Fou. Alors, attends, je vais peut-être te montrer la petite vidéo d'Amir qui veut te faire une dédicace. On va peut-être regarder ça. Je mute. Ouais, je vais surtout te diffuser du coup la vidéo. Alors, attends, ça dure 4 minutes. T'as pas besoin de te muter. Non, tu pourras réagir si tu veux, comme ça. Et alors, attends, tac, faut juste que je mette la vidéo sur mon truc. Et comme ça, on va voir vite fait la vidéo. Derrière. Du coup, comment tu vois l'avenir par rapport à tes chaînes, l'évolution, ça monte beaucoup là. Comment tu vois un peu tout ça pour le futur? Du coup. Pardon. Aucune idée. D'accord. Vraiment, aucune idée. Je sais pas où tu vas avec ça pour l'instant. Pour le moment, ça m'aide à diffuser mon discours et ma façon de faire. J'aimerais qu'il se généralise. Parce que plus elle va se généraliser, plus les gens vont s'approprier ma méthode, plus ils vont apporter leur touche, leur propre touche, que moi, je ne dispose pas. Moi, j'ai ma propre touche, donc les autres personnes ont leur propre touche. Peut-être qu'ils vont l'améliorer. Donc, si cette chaîne, pour le moment, elle me permet d'atteindre cet objectif, tant mieux. Et je suis en train de finir d'écrire un livre. D'accord. Pour moi, je pense que c'est surtout ce livre-là où il va avoir toute... ce que je pense, voilà. Je vais vraiment écrire tout ce que je pense. Et ce livre, pour le coup, je te donne le titre. Vas-y. Parce que les gens ne le connaissent pas encore. Il s'appelle « Heureusement que j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam ». C'est intéressant. Et pourquoi, qui comprendra. C'est intéressant, ça. Après, oui, connaître l'humain avant de connaître les idéologies... Non, c'est pas ça. Non. C'est parce que, tu sais, chaque idéologie, chaque religion a ce qu'on appelle des légendes urbaines.
les gens ne vérifient jamais, mais qui les aident à penser qu'ils ont raison de penser ce qu'ils pensent. Et il y a une légende urbaine mais vraiment, très connue dans le monde musulman et le monde dit arabe, qui dit que le chanteur Cat Stevens, je ne sais pas si tu connais, le chanteur Cat Stevens, il s'est converti à l'islam, il s'appelle maintenant Youssef Islam, ce qui est vrai. Et que Youssef Islam, donc Cat Stevens, que j'adore, hein, j'adore ce chanteur et j'adore ses chansons, a dit un jour, heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Donc il insinue quelque part que l'islam est parfait. Et que si on voit des imperfections et des problèmes, elles ne sont pas dues, ou ils ne sont pas dus à l'islam lui-même, mais aux êtres humains, donc les musulmans. C'est eux le problème. L'islam ne peut pas être le problème. Il est parfait. Mais moi, dans mon parcours à moi, quand j'ai grandi, moi, je n'ai connu que les musulmans. Je n'ai pas connu l'islam. Enfin, oui. Très peu. C'est après coup que j'ai commencé à étudier un peu l'islam. Et quand j'ai connu les musulmans, moi, j'ai aimé les musulmans. Parce que c'est eux, c'est moi, c'est ma famille, ça fait partie de moi. Mais quand j'ai connu l'islam, c'est horrible. C'est horrible l'islam. Peut-être les gens ne savent pas ce que c'est, mais c'est vraiment horrible. C'est de l'intolérance, c'est le rejet, c'est l'esclavagisme, c'est la pédocriminalité. Il y a plein de trucs. Et heureusement pour moi que j'ai connu les musulmans avant de connaître l'islam. Imagine 2 secondes, je sais pas, je suis né en la forêt de l'Amazonie ou dans le nord du Canada, je connais pas. On m'apporte l'islam, on me dit voilà, lis l'islam, lis le Coran. Je le lis, je trouve ça horrible. Et on va me dire, il y a 1 milliard ou il y a 1,5 milliard de personnes qui pratiquent ce genre de trucs. Mais je vais les haïr, moi, les musulmans, après ça. Dire vraiment, les musulmans, c'est ce qu'ils font. Cette personne-là, si elle a connu l'islam avant de connaître les musulmans, elle va haïr les musulmans. Et moi, j'ai eu le chemin inverse. Donc, c'est pour ça que ce livre-là, c'est pas un livre de haine, c'est un livre d'amour. Vraiment, pour le coup, c'est un livre d'amour. C'est un message d'amour. Mais alors, comment faire la différence entre l'islam et les musulmans, du coup, façon de parler? C'est une question qui se pose beaucoup dans le milieu, on va dire, un peu français, parce qu'au niveau identitaire, plein de gens se posent des questions. Et souvent, les gens ne dissocient pas l'islam du musulman. Alors, c'est quoi la différence, d'une certaine manière? En fait, les gens ne dissocient pas l'islam des musulmans. En fait, les tenants même de cette idéologie imposent dans le débat de ne pas dissocier les musulmans de l'islam. Parce que tu vas te retrouver, quand tu vas critiquer l'islam, en train de critiquer un groupe de personnes. Et qu'est-ce que ce groupe de personnes a en commun? Une croyance. Et ça, pour le coup, ça se fait pas. Pas que ça se fait pas, tu peux le faire. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Tu peux critiquer un groupe de personnes à cause de leurs croyances. Ça me dérange pas. Mais la seule chose que tu vas arriver à faire si tu fais ça, c'est de tromper. Parce que par définition, un groupe de personnes, musulmans pour le coup, 1,5 milliard, c'est un groupe hétérogène. Ils sont différents les uns des autres. Donc tu vas critiquer quoi? Tu vas certainement te tromper, tu vas finir par essentialiser, tu vas finir par dire n'importe quoi. Et les gens aimeraient, les tenants de cette idéologie adorent ça. Tu vois, adorent ça. Donc, et moi, voilà, vraiment, c'est de l'essentialisme et c'est du racisme. Ils adorent ça. Parce que si les gens n'arrivent plus à dissocier les deux, on ne parle plus des textes. Parce que la religion, l'islam, c'est des textes. Et je réponds à ta question. L'islam, c'est des textes. C'est le Coran. Et pour le coup, là, on parle de l'islam sunnite. C'est le Coran. C'est la biographie du prophète, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, les exégètes, Ibn Kathir, Tabari, Nawawi, tout ce que tu veux. Et les hadiths sahih, donc authentiques. Il y en a 6, on va dire. On va dire Bukhari et Muslim, c'est les plus importants. Il y a Daoud, il y a Ahmed, il y en a d'autres. Mais Bukhari et Muslim, c'est les plus importants. C'est ça l'islam. Et ça, ce que je viens de te dire là, c'est pas des êtres humains. C'est des textes. Quand on parle de textes, on ne peut pas se tromper. On ne va pas généraliser, on ne va pas essentialiser. C'est des textes, ce n'est pas des êtres humains. Alors que les musulmans, c'est des êtres humains.
Sauf qu'il est interdit de parler des textes, sinon c'est comme si on blessait les humains, quoi. C'est le problème qu'il y a en ce moment beaucoup. Allez, Grand Jean Le Zouave qui te pose une question. Il te dit: serais-tu l'athée du livre, celui qui n'aura pas peur de montrer son visage et qui mettra à mal l'islam? Et c'est vrai qu'il y a une question que je me pose, c'est genre, on dirait qu'il y a quand même une... Bah alors en fait, lui, je sais pas, alors l'athée du livre, j'imagine que c'est soit dans un livre, soit dans le Coran, ou j'en sais rien, dans l'un des 3 livres sacrés, j'imagine qu'il y a un athée qui va mettre à mal l'islam. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une révélation comme ça, je ne sais pas. Et moi, l'autre question, c'est surtout... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon bah parfait, ça évacue cette question. Pas. Par contre, moi, l'autre question, c'est genre, j'entends du coup que c'est une lutte politique pour toi, mais dans l'idée, t'as envie de changer ton pays, en fait, si je comprends bien. T'as envie pas qu'il évolue, c'est peut-être pas le bon terme, mais qu'il avance sur ces questions-là, j'ai l'impression. Il évolue, ouais. D'accord. Et tu penses que c'est possible sur des pays, justement, très fortement musulmans? Tu penses que c'est encore possible ou pas? Je suis condamné et obligé de penser que c'est possible. Tu te laisses pas le choix, j'entends. J'ai pas le choix. J'entends. Et dans les autres pays, par exemple, quand tu vois la situation actuellement qui se tend beaucoup, comment tu perçois un peu la situation? Ça bah, dans le monde entier, là, c'est un peu tendu. Ça va, il y a eu le conflit israélo-palestinien, etc. Est-ce que ça... Pour toi, il y a Moi, je trouve pas que c'est tendu, mais bon. D'accord. Donc, comme quoi, c'est une appréciation peut-être très européenne. Franchement, moi, je pense qu'en 2023, on vit, l'être humain, de manière générale, on vit quand même la période la plus paisible, plus calme, depuis que l'être humain existe. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de mort. Bien sûr qu'il y en a. Mais si on commence à réellement à penser de manière rationnelle et de manière logique, on vit quand même la période la plus paisible de l'histoire. Eh bien, c'est vrai que oui, en vrai, c'est vrai. Mais bon, en ce moment, vu que ça se tend, tout le monde flippe un peu, je pense que c'est surtout ça. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème de tout savoir instantanément de ce qui se passe partout dans le monde. Peut-être que le cerveau de l'être humain n'est pas câblé pour gérer tant d'informations. Parce que là, je te parle, s'il y a un bus, je sais pas moi, à Tokyo qui se renverse et qu'il y a 10 morts, ben je le sais à la seconde. Peut-être que je suis pas câblé pour gérer ce genre d'informations. Et ça aussi, c'est récent. Et comme on n'est pas câblé pour avoir autant de notifications, etc., enfin, on est sursollicité. On va exagérer. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Jack Le Fou a raison sur cette question. On a 2 fois moins de meurtres qu'il y a 40 ans, mais les gens flippent comme Jaja. Eh ben oui, mais c'est comme ça aussi. Mais après, c'est parce qu'on voit tout aussi. C'est ce que je disais l'autre fois par rapport aux émeutes. C'est genre, je suis pas sûr que les émeutes étaient aussi violentes que dans les années 90, etc. Machin. Par contre, on a toutes les images, ce qui donne une impression du coup d'immensité du phénomène. Ce qui est malheureusement normal. Mais moi, je te parle de manière globale, hein, pour le coup. Oui. Peut-être que de manière locale, bah oui, de manière locale, plus tu vas localiser, plus ma parole va devenir erronée, va devenir fausse. Bien sûr. Voilà, on va pas dire que cette région-là n'a jamais été aussi paisible dans l'histoire. Oui, on ne peut pas dire ça. Mais de manière globale, si, je peux l'affirmer parce que les statistiques sont de mon côté. Très bien. Alors, je te donne un chiffre pour que tu saches. Vas-y. Je te donne un chiffre. Et là, je vais paraphraser une personne que j'aime beaucoup, c'est Neil deGrasse Tyson. Il dit aujourd'hui, s'il y a pour le coup, je vais parler en Amérique du Nord. Donc, s'il y a un bus qui se renverse et qu'il y a 20 morts, le jour même, ça va faire la une de tous les journaux nationaux, ça veut dire de tout le pays, pas que les États. Pendant 2-3 jours. Pendant une semaine, pendant 10 jours, ça va rester quand même à la une au niveau de l'État. Et pendant peut-être quelques semaines, ça va rester quand même sur le journal local. Ça, c'est pour 20 morts. Bah, dis-toi qu'entre 1939 et 1945, il y avait 1000 morts par heure. Oui. 1000 morts par heure pendant 6 ans. Parce que tu te rends compte. Et là, on parle par heure de 24 heures dans la journée. 1000 morts par heure.
Et donc c'est assez colossal, effectivement. C'est des chiffres. De toute façon, on se rend pas bien compte, heureusement, de la réalité. Et je pense que plus on en prend dans la gueule, et moins on a du mal à... Enfin, on a du mal à l'appréhender aussi, c'est surtout ça. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai traité beaucoup de la guerre, là, etc. C'est vrai que moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on peut pas l'appréhender correctement et qu'on va forcément, du coup, subir aussi que ce soit les effets de la propagande, les effets aussi des images qu'on voit, hein, c'est-à-dire des images choquantes, etc., qu'on n'est peut-être pas faites pour voir à la base, et surtout qu'on n'est pas sur le conflit. Donc, en principe... On devrait Je suis d'accord avec toi à 100%. Oui. Mais bon, je suis d'accord avec toi à 100%. Est-ce que je peux te demander un petit service? Dis-moi. Est-ce que tu peux t'agrandir, comme ça je ferme ma caméra pendant 2 minutes. Je continue à te parler, mais je vais juste fumer une cigarette et j'ai pas envie de... Pas de souci, d'influencer, je comprends. Alors attendez, je coupe la caméra de Jack un instant. Merci. Et, non, je vais le faire. Tu fais, bah nickel, bah, c'est parfait. De toute façon, là, je vais passer la vidéo d'Aposta Kafir, parce qu'il veut absolument que je passe la vidéo, qui va te faire plaisir normalement. Je la diffuse à la place de ma petite bobine, je ne le sais plus articuler. Et nous allons regarder donc Aposta Kafir, qu'on connaît, qui était passé avec Suleiman de la chaîne Soleil Apostasie, qui a fait donc une petite vidéo qui s'appelle Défier Jacques le Fou, le finish ultime. Donc semblerait-il, Jacques le Fou est érigé désormais en champion. Donc on en est là, et c'est parti, on écoute la vidéo de Amir. Gigachad. Il va falloir détruire ce Jacques le Fou. Mais il n'y a qu'une seule solution. C'est d'apprendre le Coran. Je vais m'y mettre. Oui, Amir Aposta, je dis Aposta Kafir. Tu vas voir. Il est passé chez la table aussi, Chad. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Pas intérêt à avoir de droit d'auteur, hein. Attention. Après, c'est trop tard. Ah, le petit featuring. Non. Pas, c'est libre de droit. Ah, bien. Et c'est la petite pause yeux claudienne, bien entendu. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Bonsoir à toute la Zuclodie, l'interview de Jack le Fou en direct sur YouTube. Vous pouvez nous rejoindre bien entendu, c'est sur Kik aussi d'ailleurs, sur le Discord, vous pouvez nous rejoindre si vous voulez discuter avec Jack le Fou. Il y a déjà 1 ou 2 personnes qui sont volontaires pour lui poser des questions et vous pourrez venir d'ici quelques minutes. Des affirmations, et en plus tu crois à 100% à cette religion alors que tu l'ignores. Attends, tu dis j'ignore la religion, pour entrer en islam il faut dire quoi, sincèrement? 1, 2, 3, viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous êtes plus de 845, vous pouvez me faire péter la barre des 400, c'est le moment. C'est la micro-pause en hommage à Amir qui est dans le chat, Amir Aposta qui est d'ailleurs normalement dans la description. Vous avez l'Aposta Kafir, Jardin Apostasie, Amir Aposta, Majidou Kacha, Jack le Fou, que vous pouvez découvrir du coup dans la description. Et la petite vidéo d'Amir Aposta. Je vous mets le lien dans le chat. Mute Bouchama, la collègue de Jack. Ok, bah oui, pas de soucis, il peut nous rejoindre. Attendez, je vous mets le lien dans le Discord. Enfin, du Discord. Tac. Comme ça, il peut nous rejoindre. Comme ça permettra effectivement de discuter, parce que la colline, oui, c'est vrai que je pas bête du tout. C'est un bon... Je suis désolé, tu sers à rien. On ne peut pas sauver tout le monde. Et c'est pas ma mission, c'est pas la vôtre sans doute. Mais il est où le trône d'Allah? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste croire et c'est tout? 1, 2, 3, viva l'Algérie.
donc voilà. Donc musicien à la base. Donc t'es musicien à la base hein, quand même. Hein. C'est ça aussi. Jack. Ah, tu l'as Non, ah ouais, j'ai baissé un peu le son. Du coup, tu es musicien en fait. Hein. C'est ça aussi qu'il faut préciser. C'est ton vrai métier, du coup, non. musicien. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une passion tout d'abord. Ok. Non, c'est pas ça. On me pose souvent la question quand on fait des débats. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, justement, moi, j'aime pas ce qu'on appelle l'argument de l'appel à l'autorité. Donc, à chaque fois, je me présente comme musicien, comme acrobate, comme danseur. Donc, j'utilise plein de trucs. D'accord, c'est une manière de détourner le truc. Ok, ouais. Je comprends. Et donc, voilà, Amir Aposta, si tu veux passer, d'ailleurs, tu pourras, hein, pas de souci. J'adorerais que Amir Aposta passe parce que... Il peut passer, il sait qu'il est bienvenu, donc voilà, je lui dis, hein, n'hésite pas à venir ensuite. Si par contre vous avez changé de PP ou quoi, je demanderai au modérateur de m'aider à voir ce qui est écrit, car malheureusement, les pseudos ne sont pas affichés en mode streamer, et ça, c'est compliqué. Je vais remettre ma petite tête, et comme ça, on va reprendre. Je vais donner la parole à Patrine. Alors, on a déjà un auditeur qui fait partie d'Azio Claudie, un Azio Claudien confirmé depuis longtemps, qui voulait te poser des questions, je crois.